Ces 4 longs métrages se calquent sur le même procédé. Jason Blum analyse ce procédé comme étant triangulaire. Il serait composé déjà de concepts assez puissants, l'horreur amateur en found footage, un écrivain ayant des visions horrifiques, ou alors l'ultime concept, la purge pendant 12 heures par an aux États-Unis. D'un arc narratif se déroulant dans un seul lieu, de 4 ou 5 personnages et de peu d'effets spéciaux. On peut limite considérer ces films comme la phase 1 du studio Blumhouse, allant de 2007 à 2013, que l'on peut qualifier de démarrage. C'est avec Paranormal Activity en 2007 d'Oren Peli que tout commence. Dans une interview, Paul Ross aiguille sa discussion avec Oren Peli autour d'une comparaison particulière faite avec The Blair Witch Project. Pourquoi avoir choisi une maison, un lieu de vie de tous les jours pour ce film ? La réponse de Peli se fait catégorique. Quand vous vivez dans un appartement, vous entendez du bruit à certains moments. Vous pensez la plupart du temps qu'il s'agit de vos voisins, mais quand vous vivez dans une maison détachée des autres en banlieue, vous vous posez des questions dès que vous commencez à entendre du bruit. Quand vous entendez des bruits la nuit, vous pouvez directement faire le lien avec le surnaturel, la maison hantée. Ce que j'ai essayé de penser, c'est si vous êtes dans cette situation, comment allez-vous essayer de voir ce qu'il se passe ? C'est pour cela que le concept est lié à cette caméra vidéo et au fait qu'avoir une caméra qui tourne pendant votre sommeil peut être terrifiant, surtout si vous voyez ce qui se passe le matin même. Ce n'est pas un film de maison hantée, c'est plutôt un film de personnes hantées. Parce que le film est tourné dans une maison totalement ordinaire, cela montre que ces événements peuvent survenir partout. Deux intentions se cachent dans la réalisation de Paranormal Activity. En premier lieu, éviter l'écueil du film sur la maison hantée, privilégiant celui sur la personne hantée, et enfin, montrer que ce genre de fait, renforcé par l'amateurisme du found footage, peut se passer n'importe où. Être effrayé par des choses élémentaires de la vie de tous les jours, est jugé par Oren Peli comme plus efficace. Cet état d'esprit sera réutilisé dans les futurs films Blumhouse, comme Ma ou Action ou Vérité. Ainsi, on en sait plus sur les intentions créatives d'Oren Peli. L'objectif est de maintenant se recentrer autour de l'aspect économique du long métrage. Ayant un budget de production de seulement 15 000 $, soit 45 000 $ de moins que The Blair Witch Project sorti en 1999, le film a rapporté plus de 193 355 800 $ autour du monde au box-office international, portant sa rentabilité à plus d'1 289 000%. En comparaison, Avengers Endgame n'a qu'un pourcentage de rentabilité de 700% malgré sa première place au box-office mondial, c'est dire le succès important du film d'Oren Peli. Avant de nous intéresser à la façon particulière dont ce film a été marketé de façon générale, penchons-nous au travers d'une rapide contextualisation de tout ce qui se passe au sein de ces films qui développent justement un univers assez particulier. Attention donc aux spoilers. Si je dois avoir un avis sur la saga Paranormal Activity, eh bien c'est que le premier, c'était vraiment incroyable, il y avait de la créativité. Et puis après, ils ont décliné ça, et puis tu revois le même film, et généralement moins bien, parce que coût de production fait que les producteurs ils veulent à tout prix que ce soit comme le premier, mais donc du coup tu prends pas un créatif pour faire le film, donc ça devient un peu un produit sans intérêt. J'avais vu la version japonaise aussi, je sais plus, c'était Paranormal Activity Tokyo ou quelque chose comme ça, qui était vraiment chiant, qui manquait de rythme. C'est dommage, mais en même temps c'est pas étonnant. Parce que dans les sagas horrifiques, et même les sagas de manière plus globale, c'est assez rare quand tu te retrouves avec une saga parfaite. C'est-à-dire que généralement, le premier voire le deuxième, ils sont excellents, et puis finalement après tu te retrouves avec des rebuts. C'est pareil, tu vois, tu peux aimer Freddy, mais sur tous les films Freddy qu'il y a eu, il n'y a pas que des pépites. Donc voilà mon avis pour Paranormal Activity. Paranormal Activity premier du nom, sorti en 2007, joue sur le côté documentaire de l'histoire qu'il cherche à raconter. Mika et Cathy, un jeune couple, décident de filmer ce qui se passe la nuit dans leur maison, persuadés que celle-ci est hantée. À la suite de plusieurs nuits de phénomènes paranormaux, Mika meurt brutalement et Cathy devient possédée. Un message de fin précise que Cathy n'a jamais été retrouvée, au contraire du corps de Mika. Paranormal Activity 2, sorti en 2010, se tient chez la famille recomposée de la sœur de Cathy, Christy, où d'autres phénomènes paranormaux apparaissent. Le film permet en soi de situer les événements de Paranormal Activity 1, puisque la narration des deux longs métrages est étroitement liée. On y apprend notamment que le démon avait pris possession de Christy, puis ensuite de Cathy, ce qui explique l'état de cette dernière à la fin du film de 2007. Dans le film, Cathy kidnappe son neveu, le fils de Christy, à savoir Hunter. On ne sait pas encore véritablement pourquoi à ce moment-là.
Le troisième long métrage, sorti en 2011, se concentre sur l'enfance de Katy et Christy et les premières apparitions des phénomènes paranormaux. Elle se termine sur la mort violente de Dennis, le père des deux petites filles, par une entité du nom de Toby, qui sera le fil conducteur du 5e opus 4 années plus tard. Le film prend donc le temps de nous poser les bases que l'on doit comprendre sur les personnages principaux et nous montrer quel sera l'antagoniste global de toute cette saga. Paranormal Activity 4, sorti en 2012, raconte les aventures d'une nouvelle famille. La fille aînée se nomme Alex et le plus jeune Wyatt. Leurs parents recueillent un petit garçon du nom de Robbie, qui se révèle être leur voisin à cause de l'hospitalisation de sa mère. A partir de là, des événements bizarres vont bouleverser la vie de cette nouvelle famille. On y apprend que l'enfant de la famille, Wyatt, est un enfant adopté et que certains éléments du film révèlent toujours la présence du démon Toby et de la véritable identité de Wyatt, qui se révèle être en fait Hunter, le neveu de Katy. Katy débarque alors dans la maison, récupère Hunter et tue toute la famille, à savoir Alex, Doug le père et Holly la mère. Le spin-off baptisé Paranormal Activity The Marked Ones en 2014 ne suit pas trop l'arc narratif autour de Katy et Christy, se permettant toutefois quelques passerelles avec le cœur de la saga. Elle raconte néanmoins les aventures de Jess, un adolescent qui commence à devenir violent à la suite d'une de ses rencontres avec le paranormal. Enfin, Paranormal Activity 5 Ghost Dimension en 2015 est caractérisé comme le dernier long métrage de la saga et permet de suivre les aventures d'une nouvelle famille qui trouve de vieilles cassettes sur les souvenirs d'enfance de Katy et Christy, suivi lors du film Paranormal Activity 3 et sur l'hypothèse de la présence du démon Toby qui revient hanter la nouvelle famille. Cette dernière affronte le démon mais finit par échouer. Leila, la petite fille, part finalement avec Toby qui a pris vie dans une dimension fantôme. C'est au travers de ce dernier film que l'on a enfin la conclusion de tout l'arc narratif de la saga et la réponse à certaines questions. Le film, 2007, a d'abord connu une sortie limitée avant de lancer le buzz, comme nous vous l'expliquions auparavant dans le documentaire. À partir de là, s'est mis en place un procédé marketing assez particulier et déjà présent dans le projet Blair Witch, c'est-à-dire un marketing viral. Pas ou peu de budget consacré pour devenir une promotion comme des films d'horreur plus conséquents, c'est-à-dire les 8 millions de budget utilisés pour 28 semaines plus tard de Danny Boyle sorti la même année, ce qui permet déjà une assurance de bénéficier de plus de sous pour en assurer la pub. Ici on a un marketing dit viral qui signifie que le film dépendait grandement du bouche à oreille et des premiers retours spectateurs. Le bouche à oreille s'est effectué notamment via Twitter au travers de l'hashtag TweetThereScreams pour raconter via le peu de caractères permis par Twitter l'expérience ressentie des spectateurs pendant le long métrage. Je pense que le problème, c'est l'usure et le manque de surprise. C'est-à-dire que quand on a eu Projet Blair Witch, eh bien, c'était complètement hallucinant, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas ça. Cette esthétique found footage mêlée au hors-champ, c'était assez inédit. Et Paranormal Activity, c'est pareil, sauf que là, c'est encore plus intelligent, parce qu'on est sur du plan fixe. C'est-à-dire que là, clairement, on se tape des plans fixes, ou en plus de ça, c'est un hors-champ, mais qui est présent dans l'écran. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est là, mais on sait que c'est là. Là où Projet Blair Witch, on savait que c'était là, mais quand l'entité faisait quelque chose, on ne le voyait pas. Alors que dans Paranormal Activity, on voit tout, sauf que l'entité est invisible. Et donc ça fonctionnait très bien dans le premier. Sauf que le problème, c'est que par la suite, on s'est dit « Eh, mais ça marche financièrement parlant !» Donc, quand ça marche financièrement parlant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des suites en refaisant la même chose. Donc évidemment, quand tu connais le principe, quand tu sais comment ça va fonctionner, eh bien tu n'es plus surpris, et je pense aussi que c'est pour ça que le slasher est mort à un certain moment, et que le néo-slasher est arrivé grâce à Wes Craven, c'est que le slasher, on pensait avoir fait le tour au bout d'un moment, et je pense que à force de revoir toujours le même schéma, on a fini par se lasser, jusqu'à la fin des années 90. Et bien là, avec l'esthétique found footage, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que Projet Blair Witch est arrivé, il a cassé la baraque, et puis derrière on a eu Rec, on a eu Paranormal Activity, on a eu plein de films dans cette esthétique found footage, ce qui fait que, ben oui, ça a marché, mais à force d'user le filon, à force d'user de ces mécanismes-là, ça ne fonctionnait plus. Parce que quand une œuvre se décline en franchise qui devient un produit, bien finalement la créativité n'est plus vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que comme le premier a marché, il faut que le 2 sorte assez rapidement, pour battre le fer tant qu'il est encore chaud. Donc ça aussi, ça participe au déclin de Paranormal Activity. À la suite de cela et du spot publicitaire pitché par Stacy Snyder, il fallait pour les spectateurs se rendre ensuite sur internet via le site officiel du film, qui n'existe plus évidemment à l'heure actuelle, afin de demander la possibilité aux exploitants de salles à proximité de diffuser le film. Passé un certain seuil, les 1 million notamment de demandes, le film sortait dans tout le pays.
Enfin, ce qui boosta véritablement le bouche à oreille du métrage, c'est l'écho positif de Steven Spielberg, qui déclara avoir pris peur pendant toute la projection du film. Comme quoi, les plus grands cinéastes parviennent à lancer sur le devant de la scène de très modestes projets. Et Bloom peut probablement remercier sa bonne étoile d'avoir vu Spielberg croiser la route de Paranormal Activity. C'est la première fois qu'un film a recours à cette méthode marketing, c'est-à-dire faire appel aux spectateurs pour décider eux-mêmes de la visibilité nationale du film. En dehors du territoire mère, le film a connu une distribution plutôt classique par le studio de distribution Paramount, présent dans de nombreux pays à l'échelle internationale. En soi, si la façon dont fut marketé Paranormal Activity fut exemplaire, les déclinaisons de la saga, qui ont bénéficié de budgets tout aussi modestes mais un poil plus conséquents, ont connu des campagnes de promotion plus classiques à grands coups de trailers projetés sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est en cette capacité à innover et à sortir des sentiers battus des traditionnels films hollywoodiens que Blumhouse va pouvoir justement proposer quelque chose de novateur et ils vont se démarquer, ils vont lancer leur incroyable épopée. Mais c'est vraiment avec Paranormal Activity 2 que tout l'avenir du studio allait se jouer puisque deux possibilités s'offraient à eux. Soit le carton et la poursuite de leur projet, soit la lassitude, l'effet de surprise vraiment absent de la part des spectateurs qui pouvait notamment entraîner l'échec relatif du film, relatif vu que le budget modeste du film, à savoir 3 millions de dollars, n'allait pas forcément permettre un certain échec, parce que les pertes n'auraient pas vraiment été importantes. Finalement, le film sera lui aussi un immense succès, comme tous ceux qui suivront avec 177 millions de dollars de recettes. De plus, les liens avec le premier film rendront saillant la mythologie créée autour de l'antagoniste central, qui se révélera être le personnage de Cathy. Ainsi, l'énorme succès des films de la saga Paranormal Activity permettra de lancer d'autres sagas importantes telles que Insidious, Sinister et American Nightmare. Mais alors, si la saga se révèle être une poule aux œufs d'or infinis, pourquoi décider de la fin de la saga avec Paranormal Activity 5, The Ghost Dimension, sorti en 2015 ? Jason Blum l'explique lors d'une interview. J'ai pensé avec Oren qu'après le 3e ou 4e film, il fallait que l'on arrête la saga après le supposé 5e film. Il y avait un sentiment général après ce 5e film qui était qu'on avait trop de fois teasé le spectateur et nous avons pensé que les spectateurs voulaient absolument des réponses directes et non avoir des questions supplémentaires. Et dès que nous avons commencé à écrire le film, nous avons décidé que cela allait être le dernier. Et je ne pense pas que ce genre de choses ait déjà été fait dans une autre franchise d'horreur, car je pense que ce genre de décision est souvent faite a posteriori du film en question. Il y a deux raisons à cela. Le souhait de ne pas aller au-delà de 4-5 films vraiment par franchise, au risque de voir les précédents films contredire les autres, et aussi arrêter de teaser sans cesse le spectateur et lui apporter enfin de réponses concrètes. Raison de plus à cet arrêt de la saga en 2015 après 5 films et un spin-off, l'échec relatif du dernier en date compte tenu du budget employé. Paranormal Activity 5 aura en effet coûté pas loin de 15 millions de dollars, en production plus une estimation du marketing, pour en rapporter 77 959 374, soit le plus faible score de la franchise. Le coût assez élevé par rapport à la méthode de production de Blumhouse s'explique de plusieurs façons. D'abord, le nombre élevé d'effets spéciaux. Les multiples apparitions du démon Toby nécessitent notamment plusieurs effets, tout comme le dénouement final. Il y a aussi l'adaptation au format 3D, qui engendre des frais supplémentaires, ainsi qu'une raison plus cartésienne, le fait qu'il s'agisse tout simplement du dernier film de la saga et qu'il fallait en quelque sorte jouer son va-tout dans un grand spectacle de l'horreur pour clore toute la narration. Chose qui en soi est plutôt réussie quand on regarde le final du long métrage, assez réussi dans son ensemble. Mais en dehors de tout ça, Paranormal Activity reste un film qui a rendu célèbre une grande mode du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui, déjà commencé par le projet Blair Witch, à savoir la méthode dite du found footage. Found footage signifie littéralement enregistrement trouvé et désigne la récupération de bandes vidéo dans le but de créer un autre film. D'une autre manière, c'est aussi une catégorisation d'un sous-genre du cinéma fantastique, initié ainsi avec le projet Blair Witch. L'esthétique found footage, manière prise ici comme un élément dramaturgique à l'intérieur d'une construction fictionnelle, est utilisée par les réalisateurs de faux documentaires et de films d'horreur, auxquels elle confère une dimension hyper réaliste ou du moins vériste. La plupart du temps, ces productions fabriquent elles-mêmes leur found footage. Cette façon de concevoir permet de rendre au film une dimension de film amateur au travers de plusieurs moyens techniques. Une présence de flou due au mouvement de caméra parfois teinté d'imprécision, un cadrage aléatoire, la vision obstruée par quelque chose de filmé au premier plan de l'image, et des bruits parasites renforçant l'imprécision de la captation du son.
Si le projet Blair Witch a fait connaître la méthode, Paranormal Activity l'a, elle, rendue célèbre, à tel point que de nombreux films ont décidé d'utiliser cette méthode comme Cloverfield en 2008, Black Storm en 2014, Chronicle en 2012 ou encore Projet X en 2012. Black Storm, c'est l'histoire d'une équipe de chasseurs de tornades souhaitant être au plus près d'elle pour les filmer. Chronicle, c'est différents jeunes qui racontent leur acquisition de pouvoirs paranormaux au travers de leur caméra vidéo, et Cloverfield, c'est un caméraman qui raconte, via son caméscope, l'arrivée d'un monstre ou de plusieurs monstres qui déciment les rues de New York. C'est ainsi un procédé qui colle parfaitement avec les souhaits artistiques de Blumhouse, à savoir du petit budget dans certains de ses films, pour une dimension plus photoréaliste et donc à terme plus terrifiante en fonction des thématiques qui sont abordées. Ainsi, on peut tirer une première conclusion de la méthode Blumhouse qui transparaît dans la saga Paranormal Activity. Un petit budget, qui ne dépasse jamais les 10 millions de dollars, des procédés techniques révolutionnaires pour le cinéma de l'époque, pas si révolutionnaires parce que le projet Blair Witch a déjà utilisé le found footage, mais Paranormal Activity aura eu le mérite de rendre ultra célèbre le procédé. Une façon de vendre un film aux antipodes du merchandising hollywoodien classique. À partir de cet étonnant succès, naîtra alors 2 autres sagas, toujours dépendantes de la phase 1 de Blumhouse, mais sur lesquelles nous passerons assez vite. Il s'agit des sagas Inside Use et Sinister.